Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné comme toujours de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Quel a été le problème de ta semaine ? Qu'est-ce que t'as fait ? Raconte-moi. Bonjour à tous, bonjour Kira, ravi d'être parmi vous comme d'habitude. Donc semaine, j'ai fait je crois à peu près 6000 km aller-retour cette semaine, donc c'était assez compliqué, bien chargé, mais on a fait pas mal de choses et d'ailleurs en introduction, vous avez peut-être remarqué, chers auditeurs, qu'on a continué à toujours améliorer la qualité audio du podcast, au nouveau matériel, logiciel, etc. Donc on travaille toujours à améliorer les choses pour vous. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous satisfait. Et sinon, j'ai joué quand même. J'ai fait la démo de Ghost Trick. J'en ai un petit peu parlé sur Twitter. Franchement, Kira, j'ai découvert ce jeu. Pour moi, c'était un peu anecdotique. Au final, c'est vraiment très cool. Il paraît que c'est addictif. Ouais, c'est hyper addictif. La musique, elle est d'enfer. Franchement, j'ai adoré. Et j'ai déballé, il y a à peine une heure, mon édition collector de FF16. Donc autant vous dire que j'ai la patate là pour le podcast. Je suis en forme. Et toi, du coup ? Moi, du coup, je suis allé voir The Flash au cinéma, qui malgré ses défauts m'a beaucoup plu. Certes, c'est un film un peu rapiécé, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est pour moi une belle fin pour le Snyderverse. J'ai reçu ma PlayStation 5 Final Fantasy XVI, donc j'ai forcément joué un petit peu. Je me suis mis sur Spider-Man Miles Morales, que je voulais faire après avoir vu Spider-Verse. Ça m'a beaucoup donné envie. Et j'ai picoré un petit peu à droite à gauche. J'ai essayé Days Gone, j'ai essayé un petit peu Final Fantasy VII Remake, j'ai essayé également un petit peu Final Fantasy XVI, donc va falloir que je me recentre parce que je pars dans tous les sens. Normal. Je suis également sur mon test de la semaine prochaine, et puis j'ai relu ce matin même justement une bande dessinée en fait que je vais vous parler tout à l'heure, qui est la bande dessinée d'Alien Défiance. Donc c'était une semaine où je me suis fait plaisir quand même. Qu'est-ce qu'on a concocté de beau pour cette semaine ? Alors, post-Summer Game Fest, forcément les news sont un peu plus légères, mais tant mieux, comme ça on va respirer un peu. Tu vas nous parler d'Immortal of Aveum. Donc il y a des choses qui se sont dites sur ce jeu récemment. On va parler d'Xbox qui fait un petit peu parler de lui, Alan Wake. Il y a eu un Nintendo Direct aussi à débriefer. Une dernière news qu'on garde secrète, comme ça vous verrez un petit peu, mais ça va être un sujet très intéressant que tu vas aborder, Kira. En test, on va parler d'Humanity et la capacité que ce jeu a à nous questionner. On verra comment au travers de la chronique. Et pour finir, Alien Défiance. Donc tu es vraiment en mode Alien en ce moment, donc tu es un très grand fan, je crois. Très très grand fan, tout à fait. Bon beau programme, c'est parti. Générique. Donc on va parler de Immortal of Aveum. C'est un jeu en fait que j'attends un petit peu plus parce que je suis intrigué, on va dire, plutôt que j'ai pas de hype particulière, mais ça me fait un petit peu penser à Dark Messiah of Might and Magic. Je sais pas si tu vois. Oui, on l'adore. La proposition, c'est un FPS solo en fait, un FPS AAA, malgré que ce soit un studio indé qui l'a développé, ça reste quand même produit par Electronic Arts, mais la branche indépendante, tu sais, celles qui ont fait It's Take Two. Oui, carrément. Je sais que ce label-là a sorti des bons jeux, donc c'est pour ça que je suis quand même pas mal intrigué. C'est quand même une petite mauvaise nouvelle, c'est que via ce message publié sur son blog, donc Ascendant Studio annonce la nouvelle, le jeu est repoussé. Donc alors il n'est pas repoussé non plus de beaucoup, mais il est repoussé de 6 semaines en fait. Okay. Donc le studio a choisi de repousser le jeu afin de le peaufiner et de l'optimiser. Donc ça déjà c'est bien si ça peut éviter les jeux cassés. Comme vous le savez, il s'agit de notre premier jeu en tant que studio indépendant autofinancé il y a 5 ans. Nous nous sommes lancés dans la création ambitieuse d'un FPS magique original dans un nouveau monde fantastique. En cours de route, nous avons traversé une pandémie, nous avons constitué une nouvelle équipe, nous avons développé sous Unreal Engine 5, repoussé les limites de ce que nous pensions être possible. La ligne d'arrivée arrive à grands pas et pour cela nous devons décaler le jeu. Donc ça c'était les commentaires sur le Twitter du développeur. Bon, c'est une raison honorable de le développer, de le repousser encore une fois. Les récents retours sur le jeu nous prouvent que ce que nous pensions déjà. Le jeu a une patine un peu particulière. C'est vrai que le design est très original. Et il y a un petit côté un peu magique et science-fiction en fait qui moi me plaît beaucoup. Donc à voir ce que ça va donner manette en main. Mais surtout, ça n'est pas inspiré d'un lore déjà existant. Donc c'est vraiment une nouvelle IP. Et c'est vrai qu'on le rabâche assez souvent lors des émissions. Une nouvelle IP, il n'y en a pas assez souvent. Donc pour une fois qu'il y en a une, je voulais en parler. Donc le jeu a été décalé au 22 août et
maintenant il n'y a plus qu'à attendre de voir ce que ça va donner. Donc c'est prévu sur Xbox Series XS, PS5 et PC. Ouais, c'est vrai que le jeu a quelque chose de très intriguant. Comme tu dis, c'est une nouvelle IP, donc ça fait plaisir. Ça, on en demande. Et la fenêtre de tir, là, du coup, il va sortir en août. Bon, en septembre, ça aurait été quand même un peu compliqué, je pense, avec Starfield et compagnie. Septembre-octobre, c'était un mauvais bail. Donc là, août, il va sortir en même temps que... Il y a quand même Armored Core 6, il y a Sea of Stars et Baldur's Gate 3. Mais je pense que le titre là dont tu parles peut trouver son public à côté de ces autres sorties qui sont finalement des propositions assez différentes. Donc ça me semble être un bon move, hein, si c'est dans l'intérêt des joueurs. Je trouve ça bien. Surtout que la technique est quand même vachement léchée, je trouve. Artistiquement, ça a l'air très joli. Le fait de pas avoir d'arme à feu et d'utiliser uniquement des pouvoirs magiques, c'est vrai que c'est original, on l'a pas vu énormément. Après, ils se sont beaucoup inspirés au niveau des cinématiques, par exemple, des jeux comme Call of Duty, c'est-à-dire c'est essentiellement du FPS en couloir, mais avec des panoramas et des money shots, on va dire, des images qui impriment la rétine dès qu'on arrive à l'instant T, à l'endroit T. Enfin, c'est vraiment la came de beaucoup de gens, donc je pense que le jeu a des possibilités de percer quand même si c'est un jeu qui n'est pas connu. Bon, enchaînons sur un sujet un peu moins sympathique. On va parler de Xbox, donc il faisait parler de lui en moins bien, donc il a eu des coups d'éclat récemment au Summer Game Fest, on l'a dit, et d'ailleurs on vous renvoie vers nos émissions de débrief des conférences où Xbox, on a trouvé tous les deux qu'ils avaient vraiment brillé, et là, un peu la douche froide quand même, ils ont annoncé une augmentation des prix. Donc pour redonner un petit peu de contexte, c'est un drame qui s'est passé en plusieurs actes et qui concerne les deux constructeurs majeurs, donc Sony et Microsoft. Donc Sony, dans ce contexte très inflationniste, donc pendant le Covid, guerre en Ukraine, etc., avait annoncé l'augmentation des prix de ses consoles, justifiant du coup par l'augmentation de coût de l'énergie. Donc ça, c'est vrai qu'on connaît tous, c'est vrai que l'énergie a beaucoup augmenté. Oui, on le sent bien. Et les jeux aussi, donc les jeux à 80 € pour justifier là les coûts de production toujours plus élevés, en citant comme exemple God of War. Microsoft, à cette occasion, avait, c'est vrai, à ce moment-là, un petit peu bombé le torse en disant qu'ils augmenteraient pas du tout les prix. Et un tout petit peu après, ils avaient dit que si les prix finiront par augmenter après les fêtes de Noël, donc ils ont commencé eux par les jeux. Donc on a vu un Redfall à 79 € chez nous. Ça valait le coup. C'est vrai que quand tu parles de God of War qui est cher et comparé à Redfall, c'est vrai que c'est pas la même ambiance. Mais là, on est maintenant dans l'augmentation des prix des consoles. Donc la série X arrive au prix de la PS5, donc prix qu'on avait jugé tous les deux très très élevé quand même, hein, autant pour la PS5 et maintenant pour la série X, sauf aux États-Unis et au Japon où le prix reste le même. Le Game Pass lui augmente un petit peu, donc la version de base augmente d'1 € et l'Ultimate de 2 €. Écoute Kira, comme on l'avait fait pour Sony, il n'y a pas de raison, on avait distribué un petit carton rouge pour Sony en s'amusant avec le hashtag For the Payer qui avait pas mal tourné. Et voilà, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, c'est Microsoft qui prend ce carton rouge. Et plus moi, ce que je voulais m'interroger avec toi, Kira, le prix des consoles, presque moi je peux aussi le comprendre parce que voilà, les coûts de l'énergie, tout ça, les coûts de production ont augmenté. Et aussi, on sait que Xbox n'a pas la dynamique qu'il souhaiterait sur les ventes de consoles, donc augmenter le prix paraît d'un point de vue purement commercial légitime. Pas pour les consommateurs évidemment, mais ce qui est étonnant, c'est pourquoi exclure aussi les États-Unis et le Japon. Tu vois, ça pareil, ça hiérarchise un certain nombre de joueurs. Est-ce que oui, c'est clair, oui. Certains joueurs ont plus de valeur? Pourquoi? On se doute, hein, c'est pour prendre soin du marché US et du marché japonais. On a compris pourquoi ils augmentaient pas chez eux, mais ça veut dire quoi? Que chez nous on peut casquer et ils s'en fichent. Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre ce raisonnement. Et pour le Game Pass, il reste ultra compétitif. Pour moi, ils auraient pu l'augmenter même de 5 €, ce qui est élevé. Ça reste quand même, vu l'offre, ultra compétitif. Le Game Pass reste toujours aussi intéressant. Mais par contre, pareil, Phil Spencer, depuis plusieurs temps, nous explique à quel point le Game Pass est rentable. Le Game Pass suffit à financer les jeux très chers. Le Game Pass est un modèle viable. Le Game Pass se suffit à lui-même aujourd'hui. Dans ce cas-là, pourquoi augmenter? Enfin, tu vois, il y a cette ambivalence aussi dans le discours qui est difficilement entendable quand même, je pense, pour les joueurs aujourd'hui. Surtout qu'encore une fois, c'est l'Europe qui paye, quoi, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Quand on voit une console à $499 qui est chez nous à 499 € avec la conversion, c'est pas vraiment pareil. Oui, en plus.
Ouais, on a toujours payé plus, on va dire, déjà par rapport au taux de change, et là encore une fois, ça en est la belle preuve. Donc oui, c'est un carton rouge, c'est clair. Bon, après, ils ont eu au moins le mérite d'attendre le plus possible avant de le faire. Oui. C'est vrai. Sachant également que dans la durée de vie d'une console, quand une console de jeu sort, elle est vendue à perte, mais c'est avec le temps en fait qu'elle se rentabilise, et surtout que les composants coûtent moins cher et que la console, son coût baisse au fur et à mesure. Donc je trouve pas ça normal de l'augmenter maintenant. Les coûts énergétiques, d'accord, mais bon, après c'est Microsoft, c'est pas une PME, quoi. C'est comme Sony aussi. Donc et je pense pas que c'est comme ça qu'ils vont attirer des nouveaux clients, encore une fois. Ils ont dégainé l'augmentation au bon moment, la sortie de Starfield. Beaucoup de gens ont précommandé leurs consoles. Les gens vont être au courant qu'il y a une augmentation des consoles également, donc ça peut être poussé encore à faire des précommandes. L'achat maintenant, et pour ce qui est du Game Pass, allez sur un stand gaming, pour 26€, vous avez 3 mois de Game Pass, c'est défiant toute concurrence. C'est vrai, pas faux. C'est vrai. Petit bon plan Kira. Et rappelons-le quand même, tu parlais de Microsoft. Microsoft, c'est 70 milliards de bénéfices. Donc à un moment, voilà, remettons. Mais c'est comme ça aussi que je voulais conclure. Chez nous, il n'y a pas de différence, que ce soit Sony ou Microsoft, on l'a toujours dit. Pour les deux, à un moment, il faut arrêter de s'entretuer pour une marque. Les deux, que ce soit Sony ou Microsoft, encore une fois, il faut comprendre que c'est des constructeurs qui ont qu'un intérêt, c'est la croissance, c'est leur part de marché, c'est réaliser des bénéfices et faire de l'argent. Donc vraiment, il y a eu des guerres sur les réseaux sociaux entre les joueurs. À un moment, il faut arrêter de défendre ces crèmeries. Il faut se faire plaisir avec ce média qui est incroyable, et ne pas se battre pour des boîtes qui, encore une fois, sont là pour faire de l'argent. Il n'y a pas d'autre raison. Aussi, je vois ça un peu comme une circonstance au bid de Redfall, en fait. Je pense qu'aussi les actionnaires doivent être rassurés. L'achat de Activision Blizzard tarde. Il y a une grosse shitstorm avec Redfall. La console peine à décoller. Et je pense que c'était aussi un moyen de rassurer les actionnaires, comme d'habitude, quoi. Ouais, je pense comme toi. En tout cas, j'ai eu ce niveau de lecture aussi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Pour ma seconde news, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus sympa. Donc, on n'avait pas entendu parler d'Alan Wake pendant des années. Maintenant que le 2 arrive, ça n'arrête pas. Donc là, Remedy continue de nous faire quelques petites confidences. Donc c'est dans les colonnes de WCCF-Tech que Thomas Puha, alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on va dire que c'est comme ça, directeur de la com chez Remedy, qui a répondu à plusieurs questions du jeu. Donc je ne vais pas vous citer toutes les questions, mais j'en ai quand même sélectionné une petite qui pour moi m'a un peu interpellé. On lui a demandé environ la durée de vie du soft, en fait, combien de temps il faudrait pour le terminer. Et il a dit, je cite, cela dépend de vos compétences, mais pour l'instant, et le jeu n'est pas encore tout à fait terminé, une grande partie du contenu est encore en cours d'intégration, nous partons sur une fourchette de plus de 20 heures. Ah ouais, donc pour rappel, bien. Le premier Alan Wake avait une durée de vie de 10 à 12 heures, donc ce qui permet d'avoir un contenu quand même beaucoup plus conséquent. Et je pense que c'est aussi lié au fait que dans Alan Wake 2, il y aura 2 personnages jouables, chacun avec leur campagne distincte, qui nous permettront de suivre les aventures d'Alan de 2 prismes et de 2 points de vue différentes. Donc on a Alan Wake d'un côté, Saga Anderson de l'autre, donc la fille du FBI, qui est le second protagoniste, et donc je pense que c'est pour ça que la campagne est plus longue, en fait. C'est comme si on avait 2 jeux en un. Donc c'est quand même plutôt cool, et c'est une bonne nouvelle. Donc la sortie toujours prévue le 17 octobre, donc l'enfer ce mois d'octobre. Moi perso, je vais faire des choix, mais j'ai pas assez de temps pour tout faire. Donc ça il y a Robocop, il y a du coup il y a Alan Wake, j'ai Starfield juste avant en septembre. Dis donc, ça va être Spider-Man. Ouais, ça va être violent. Spider-Man aussi que je vais vous tester, ça va être violent le mois d'octobre. En tout cas, belle news, c'est vrai que j'ai pas eu l'info, donc j'avais même pas vu cette interview de Remedy, donc j'irai la checker. Mais belle durée de vie quand même pour ce genre de jeu, on dépasse rarement les 10-15 heures, donc franchement très très intéressant. Tu vois, tu m'apprends quelque chose. Surtout qu'on va pas être sur un monde ouvert comme beaucoup de jeux qui gonflent leur durée de vie artificiellement avec des collectibles ou des quêtes FedEx à tire larigot. Là on va être sur un jeu linéaire avec des zones un peu plus ouvertes certes, mais on va être sur un jeu quand même linéaire en couloir comme un Resident Evil, et 20 heures de durée de vie sur un jeu comme ça, si la tension est bonne, moi je dis beau gosse. Ouais, carrément.
Continuons sur un Nintendo Direct. Donc on continue à débriefer des confs, mais encore une fois en mode light, parce que c'est bon, les confs, on en a eu pas mal. Tu veux dire Mario Direct ? Mario Direct, ouais, c'est vrai. J'ai vu que t'as mis ça sur le conducteur, ça m'a bien fait rigoler. Donc Nintendo Direct, franchement, ils ont pris leur petite marque, ils ont pris leurs habitudes, Nintendo. Voilà, moi je suis content de retrouver leur format petit à petit, on s'y est fait, après c'est pas mal moqué d'eux quand même. Donc 2 présentateurs qui font toujours un peu du cringe, mais ça passe, c'est Nintendo. Donc il y a Shinya Takahashi qui est le directeur général et Koizumi qui est un producteur très très connu justement sur du Mario, dont Mario Odyssey. Donc il y a une vingtaine de jeux, une vingtaine d'annonces, donc je passerai tout ce qui est DLC, je passerai aussi ce qu'on a déjà vu pour nous concentrer sur ce qui est plutôt nouveau et ce qui est en effet d'annonce. Ils ont annoncé aussi 2 magnifiques amiibo, donc Zelda et Ganondorf, que je vais m'empresser d'essayer de trouver. Mais passons tout de suite sur les annonces. Côté Nintendo, et la première, je pense, qui peut t'intéresser, c'est le retour de Détective Pikachu dans un second volet qui arrivera le 6 octobre toujours d'ailleurs, tu noteras. On n'a pas vu trop de gameplay, on a vu Pikachu avec sa voix grave boire du café, c'était marrant. Donc Pikachu Détective revient. Qu'est-ce que tu en penses déjà de ça ? Eh ben, je suis super content car j'avais beaucoup aimé le premier, j'ai adoré le film également, que j'ai trouvé super fidèle et en plus qui ne fermait pas la porte aux néophytes et j'avais hâte qui nous sortent une suite quoi. Et là très très cool, content. Voilà. C'est fait, ils t'ont entendu. Ensuite, on a enchaîné sur Pikmin 1 et 2 qui arrivera dans le eShop en version HD, donc ça c'est plutôt cool. Ça met le pas sur le 4 où il y a eu un trailer où on a vu pas mal de choses. Moi, Pikmin 4, je suis convaincu, donc je le ferai en podcast. Ils ont annoncé Luigi's Mansion 2, donc le remake qui va arriver sur Switch en 2024. Donc ça c'est du réchauffé. Ok, mais c'est plutôt cool. C'est du bon réchauffé. Ouais, c'est du bon réchauffé. Pour rester sur du réchauffé, il y a Super Mario RPG qui a le droit à un remake et ça c'est génial parce que le jeu, il est Super Nintendo, il a pas forcément franchi les frontières. On va l'avoir le 17 novembre sur Nintendo Switch et ça, ils m'ont conquis. Surtout qu'ils ont bien retravaillé les graphismes un peu en HD 2D, enfin vraiment très très sympa, tu vois. Belle annonce, j'ai trouvé. Je l'avais refait il y a pas longtemps, j'ai craqué ma Super Nintendo Mini et dedans j'ai mis un émulateur avec beaucoup de jeux. Super. Et j'avais trouvé justement Mario RPG avec des sous-titres français en fait. Et c'est quand même vraiment cool à jouer. Et donc là, de pouvoir l'ouvrir au plus grand nombre, on va dire, c'est quand même très cool. C'est le patrimoine de Nintendo, c'est ce qu'on veut voir. Exactement. C'est le genre de réchauffé qui fait plaisir parce que là, on conserve le patrimoine et on ouvre à un public qui n'a pas connu. Et après, pour le reste des annonces Nintendo, un jeu Princess Peach, donc pas trop ma cam, mais un nouveau jeu de plateforme qui va arriver en 2024, donc plutôt cool. WarioWare 3. Qui va arriver en novembre, donc ça, belle annonce aussi parce que c'est un jeu qui a une certaine cote de popularité qui marche bien. Et ils ont fini la conf sur un One More Thing, ce qu'ils n'avaient pas fait les autres. Donc tu vois, même dans leur Nintendo Direct, ils essaient de faire un petit effet waouh qu'on aime bien, et c'était le Super Mario Bros Wonder, donc le nouveau jeu en 2D de Mario, qui a l'air vraiment très cool avec du jouable en solo ou à plusieurs avec Daisy, Yoshi, il y a Mario qu'on a vu transformé en éléphant, vous avez peut-être vu le screen un peu partout. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une belle annonce côté Nintendo. Ouais, carrément, c'est du fun. Après, ça reste un jeu, on va dire, somme toute... classique un peu encore, mais par contre au niveau du design, au niveau encore une fois du Mario en 2D, c'est pour moi ce qui marche le mieux, je préfère largement du Mario en 2D au Mario en 3D et à coup sûr ça va être encore une petite pépite de chez eux, le gameplay avant tout. Et aussi j'aime bien ce côté de contrainte technique, ce qui les oblige un peu à renouveler le gameplay et à faire de la 2D qui est très très jolie, donc c'est vraiment pas mal. Et côté éditeur tiers, Kira, MGS Collection qui arrive sur Switch, donc ça c'est plutôt cool aussi, bien que petite douche froide derrière entre guillemets, mais bon, il y aura rien dans la cartouche, il y aura que 2 Go dans la cartouche et 60 Go à télécharger. Donc moi je vais privilégier plutôt un autre support que la Switch, tant pis pour eux, voilà. Ouais, je compte aussi repasser à la caisse pour Metal Gear Collection, je l'ai déjà sur PS3, je l'ai déjà sur Xbox 360, je vais la reprendre je pense sur PS5. Après, plus d'annonces que je ferai en cascade, Vampire Survivor, un roguelike que j'adore, qui est dispo sur le Game Pass. Si vous connaissez pas, il faut tester, c'est ultra addictif. Ils ont annoncé Batman Arkham Trilogy, le portage sur Switch des 3 jeux Batman Arkham. Et je te donne pas la parole parce que je sais que tu vas en parler pendant des heures tellement tu es fan. Donc j'enchaîne sur Dragon Quest Monster de Square Enix qui s'apprête à être trop bien. Et enfin,
un truc que tu m'as envoyé, Star Ocean, le remake du second épisode en HD 2D, absolument sublime. Donc ça, pareil, je vais faire direct. C'est vrai que Star Ocean me tente beaucoup. Pour ce qui est de Batman, je vous conseille quand même de partir sur les autres consoles, à moins que vous avez envie de jouer à Batman en 20 FPS. J'avoue. Concrètement, c'est 3 très bons jeux, hein, mais je pense que ça va être un petit peu tordu. À moins que ce soit avec le cloud. Oui, à mon avis, ils vont peut-être plutôt faire comme ça. Et encore, il y a aussi des chutes de framerate en cloud, même avec une bonne connexion. Donc, à voir. Non, c'est le teaser de Peach, moi, qui m'a un petit peu intrigué. J'ai trouvé ça hyper coloré, un peu mignon et tout, avec de la lumière partout. Donc, t'as un peu l'impression de jouer une meringue. Mais je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être sympa. En tout cas, mon impression, il y avait du contenu, c'est sobre à la Nintendo, mais comme je dis, on s'y est habitué. Donc j'ai trouvé que c'était assez... Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la conf. Elle était variée. Il y a du réchauffé, mais du réchauffé qu'on aime bien, avec des beaux remakes. Donc, ouais. Bon moment, j'ai beaucoup aimé ce Nintendo Direct. Pareil, j'ai trouvé que c'était une bonne émission, leur format est vraiment bien, hein, parce qu'on c'est pile le temps qu'il faut sans que ça soit trop long, c'est pas trop court, enfin vraiment ils maîtrisent vraiment leur format, et les nouvelles annonces m'ont quand même conquis, c'est clair. Bon, j'attendais un Zelda Wind Waker en remaster ou en remake pour y jouer sur ma Switch, mais malheureusement non, toujours pas. Mais voilà, en attendant, je rigolais tout à l'heure en disant que c'était un Mario Direct, parce que l'accent a vraiment été mis sur Mario, mais c'était vraiment une bonne conf. Pour la dernière news, on va parler de Star Wars Outlaws, le jeu d'Ubisoft. Donc le 12 juin dernier, Ubisoft Massive nous a dévoilé le très attendu Star Wars Outlaws, qui nous plongera dans une expérience immersive se déroulant entre les événements de l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Nous savons aujourd'hui que le jeu possède un système de réputation important auprès des factions, que nos choix de dialogue et nos décisions auront des répercussions sur le déroulement de l'histoire. Donc Julian Guerriti, on va dire Julian, il a l'air sympa, le directeur créatif du jeu, explique « Nous voulons que les joueurs puissent s'immerger dans la peau d'un scélérat avec une voix, la possibilité de prendre des décisions et de jouer un rôle. Les choix de dialogue offrent cette liberté de forger son propre destin dans différentes situations. » Donc Star Wars Outlaws promet donc une expérience immersive, un système de jeu profond. Vos interactions avec la faction influenceront votre réputation, ouvrant ainsi des nouvelles opportunités. Si on se fâche avec une faction, possiblement on peut s'entendre bien avec une autre en fait. Donc ça me rappelle un petit peu le côté Fallout. On aura également d'autres opportunités, on pourra être blacklisté sur certains territoires, par exemple des prix préférentiels dans des magasins ou des missions exclusives. Cependant, attention à ne pas vous mettre à dos toutes les mauvaises personnes en fait, qu'elles n'hésiteront pas à vous envoyer leurs meilleurs éléments pour vous traquer et vous capturer. Donc dit comme ça a l'air super cool. Ouais. Donc bon, c'est juste dommage que le perso est pas ouf, mais sinon ça a l'air très bien. Moi je suis preneur en tout cas, donc à voir. C'est ce qui peut faire justement, on en parlait un peu à la Confubi, d'un élément un petit peu différenciant, que ce soit pas un jeu générique. Donc quand j'ai lu ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais ta news elle est marrante parce que tu parlais des choix et tout, mais il y a quelque chose dont on n'aura pas le choix, donc une news dans la news. Je sais pas si t'as vu, sur PC, Ubi vont diffuser le jeu que sur leur store Ubisoft. Steam en sera privé, l'Epic Game Store aussi. Enfin, ils vont diffuser que sur leur store Ubi. C'est étonnant. Ubi a besoin de se faire de la moula, comme on dit, et du coup là, il y a plus besoin d'intermédiaire, et c'est vrai que si on doit faire ça sur un jeu, autant faire ça sur Star Wars. Ils vont pas se faire des copains, mais les gens sont tellement fans qu'ils vont acheter quand même. Donc au final, le peu de joueurs qui pourraient éventuellement perdre, ils vont le rattraper. Ce que j'espère juste, c'est que leur store est stable. On l'a vu plusieurs fois avec Origin par exemple, où à l'époque Battlefield 3 était sorti en exclu sur Origin, et voilà le carnage. Les gens n'arrivaient pas à se connecter et tout. Enfin, c'était un carnage. Du coup, c'est pas cool, mais bon. C'est légitime. En tout cas, ta news fait plaisir. Je trouve que c'est quelque chose dont le jeu avait besoin. Ça fait vraiment mercenaire, contrebandier, chasseur de primes. C'est le Star Wars qui a une bonne ambiance, qui est sympa. C'est Star Wars qu'on aime bien. Carrément, maintenant, il faut juste qu'il nous présente un système de création de personnages. Et là, tu vois, là, je serais OK. Affaire à suivre. Affaire à suivre, on va voir. On va passer sur ton test, le test que je ne connais pas d'ailleurs, Humanity sur PS5. On n'en a pas trop parlé de celui-ci, donc on va voir. Non. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Vas-y, raconte-nous tout. Bon, déjà, petit disclaimer au début, je compte à tous votre bienveillance. C'est pas facile de parler de ce jeu-là, et quand je vais le décrire, vous allez comprendre pourquoi. Déjà, c'est un puzzle game qui est sorti en mai 2023 sur PC via Steam, PS4 et PS5. Donc, comme je l'avais intitulé, le titre de la chronique, c'est Humanity, c'est un jeu qui nous pousse à se questionner vraiment au sens large
et comment y parvient-il? Donc c'est vraiment à cette question-là que je vais essayer de répondre. Mais avant tout, un peu de contexte pour comprendre un peu qu'est-ce que ce jeu. C'est développé et édité par Enhance. Ça, c'est fondé par Tetsuya Mizoguchi, donc lui on connaît beaucoup plus. Si je te dis Kira, Rez sur Sega, tu connais Rez? C'est le jeu de musical là, c'est ça? Ouais, tu sais, un peu psychédélique, un peu... Ouais, j'ai fait un AVC devant. À travelling, tu vois, et t'avances et tu shootes un peu partout et t'as de la musique un peu électro. C'était sorti sur Dreamcast. Ouais, donc c'est Mizoguchi qui est derrière, qui a fait Rez Infinite, Tetris Effect, qui est une des meilleures versions de Tetris. Donc déjà, ça pose un peu le cadre. On sait que derrière, en termes de jeux vidéo, on a un gars, c'est un taulier. Il a des jeux un peu à concept, à gameplay fort, à un esthétique fort, mais il maîtrise très bien. C'est des jeux qui a un bon rouage, mais il l'a pas fait seul, ce jeu. Il l'a fait avec Yugo Nakamura, qui est lui, par contre, pas du domaine du jeu vidéo, c'est ça qui est un peu étonnant. Il se dit plutôt, c'est un designer, c'est un artiste, c'est vraiment un artiste. Son job, c'est il est artiste et il fait du design interactif. Il voulait faire du jeu vidéo, mais il a aucune connaissance en jeu vidéo. Donc il s'est allié avec Mizoguchi, qui est lui très carré en termes de game design, et ils ont créé A2 et leur développeur évidemment, Humanity, qui a nécessité 5 ans de développement. D'accord. Donc tu vois, c'est bien quand même de remettre un peu le contexte. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, comment j'ai ces infos, franchement, c'est pas que ma culture, c'est aussi parce qu'il y a sur le PS Blog, il y a un article, une interview où Shohei Yoshida interviewait ces deux gars. Il disait que le jeu était inspiré du comportement des volets d'oiseaux. D'accord. Bon, première question, parce qu'on a dit c'est sur le thème du questionnement. Quand on voit ce jeu, on se dit mais de quoi ça peut bien parler? Parce que là, accroche-toi Kira. C'est un peu cryptique au début. En fait, on est dans la peau d'un Shiba. Tu sais, c'est le chien typique japonais. Comme l'Akita Inu mais en plus petit. Il est doté de la pensée, donc il parle et il entend une voix qui le guide. D'accord. Jusque là tu me suis? Oui, je te suis. Et la voix dit à ce chien, donc nous, le joueur, c'est nous on incarne le chien. La voix dit, il faut mener les gens, donc c'est des humains, vers leur salut, sans trop savoir pourquoi. Donc dès le début, tu vois, le scénario pose plein de questions. Où on est, pourquoi on est là, pourquoi, enfin vraiment toutes les questions se posent dès le début du jeu. Et on incarne ce petit chien. Et donc qu'est-ce qu'on doit faire dans ce jeu? Autre question qui là va être un peu plus concrète. Donc c'est un puzzle game, je l'ai dit, il y a 90 niveaux qui se font de 5 à 30 minutes chacun. Et le but, et peut-être quand je vais te le dire, Kira, ça va te rappeler des trailers. En fait, t'as une foule d'humains qui avancent en ligne droite, qui sortent d'une porte et ils avancent, mais vraiment plein de gens. Et ils avancent sans discontinuer. Et il faut que ce flot d'humains, on l'emmène à un point B. Donc ils sortent d'une porte, il faut les emmener vers une autre porte, en fait. Une porte de sortie. C'est le fameux jeu avec des humains en 3D assez sommaire. Oui, exactement. Tu vois, une esthétique un petit peu épurée, basique, avec des humains sans visage, un peu en mode crash test. Ouais, voilà, exactement, complètement. C'est tout à fait ça. Et donc le but de chacun de ces puzzles, ça va vraiment être d'emmener cette foule d'un point A à un point B, comme je l'ai dit. Et on se doute que sur chacun de ces niveaux, qui fonctionnent un peu comme un damier, il y a des obstacles, il y a un gouffre, il y a des tapis roulants, il y a du danger, il y a plein d'autres petites choses qui viennent s'ajouter, de l'eau par exemple, au fur et à mesure du jeu, pour complexifier évidemment les niveaux. Et donc nous, on incarne ce petit chien qui est totalement libre de ses mouvements. Lui, il peut sauter, courir et même aboyer. Et ça, faut bien avouer que c'est assez rigolo. Et par contre, au sol, et c'est là tout le game design arrive, au sol, on peut déposer des flèches. Tu vois, pour guider cette foule qui fait que d'avancer tout droit. Oui, directement. Tu vois, tu commences à comprendre le principe pour les emmener à ce point A à je point vois un peu B. le principe, ouais. Tu leur fais un petit chemin fléché qui les emmène jusqu'au bout. Après, avec le temps, les humains, on va pouvoir leur faire d'autres choses, comme par exemple sauter s'il y a un obstacle, mais pareil, j'en dis pas trop pour pas spoiler, parce qu'il y a plein de mécaniques qui viennent s'installer. Et pour pimenter le tout, il y a des Goldie, qu'on appelle ça, c'est des humains géants dorés qui sont sur le chemin, que l'on peut récupérer avec notre foule, et si on y arrive et les emmener à la sortie, on récupère des points pour débloquer à la fin des skins ou des compétences, enfin bref, il y a un petit arbre de récompense qui fait toujours plaisir si on arrive à récupérer les Goldie. D'accord. Est-ce que ça a été clair, Kira? Parce que c'était pas facile à décrire ce jeu en podcast. Ouais, c'est clair, j'arrive à m'imaginer le fonctionnement, le gameplay en tout cas. Le principe, ouais. Parce que c'est très basique. Les humains avancent tout droit, nous on met des flèches pour les emmener là où il faut. Mais en fait, c'est un puzzle game, mais là où on sent que quand même derrière, il y a une vue d'artiste et il y a un game designer qui est brillant, c'est que ce jeu pousse à se questionner sur nous-mêmes. D'accord. Au travers du scénario que je ne spoilerai pas, mais c'est un jeu qui nous fait vraiment prendre beaucoup de recul, sans développer vraiment les éléments de l'intrigue, bien évidemment.
quand on réexplique le concept aussi brutalement et simplement que je vais le faire, on est là pour déplacer, guider une masse de personnes sans but précis vers un chemin. Et là, tout de suite, on y voit, soit on a un chien qui a un super pouvoir, un peu totalitarisme, et tu vois, on guide les humains et on a toute puissance sur eux et on les emmène d'un point A à un point B. En plus, c'est des humains complètement dépourvus d'âme, de réflexion propre, et donc ça renvoie avec plein d'éléments de scénario, un petit peu à la 1984, où tu sais, toutes ces œuvres qui parlent du libre arbitre, de tout ça. Et ce jeu joue beaucoup là-dessus. Sur les questionnements, sur l'effet de masse. D'accord. Tu vois, l'effet de groupe. Que devient la pensée individuelle quand elle est entourée de tout plein de gens? La place de l'individu dans une foule. En fait, en plus, c'est des sujets qui sont très d'actualité. On le voit parce que l'effet de masse peut engendrer tout un tas de choses. Plus négatif que positif. Voilà, exactement. Donc, ce scénario, tu vois, on est dans un puzzle game, mais il y a une profondeur. Et en même temps, nous, tu vois, en tant que... Il y a un message, quoi. Il y a un message, exactement. Comme toute œuvre, et on sait qu'on a un artiste derrière, il y a un message. Et ce message, il dit vraiment aux joueurs, posez-vous des questions, questionnez-vous. Est-ce que vous êtes ce chien qui prend des choix et qui guide les autres, ou plutôt dans la masse? Et même prenons l'exemple de ce chien qui a des super pouvoirs, qui lui peut guider les autres, mais finalement, lui-même, il est guidé par une voix au début qui lui dit bah vas-y fais ça, sans qu'on sache vraiment pourquoi on fait ça. Donc tu vois, même le chien qui guide est lui-même guidé par une autre. Donc tu vois, il y a tout un tas de différents niveaux de lecture qui sont vraiment très sympas. Et autre chose, Kira, c'est un petit détail mais c'est pas rien, cette masse de gens, justement le jeu l'appelle les gens. Pas ces humains, ils disent les gens. Et même nous, on utilise souvent ce terme-là, les gens au quotidien. C'est vrai, ça déshumanise. Ouais, pour parler de la foule, les autres. En fait, quand on parle, les gens, ils sont comme ça, on se désolidarise de ces gens. Et donc, qu'ils aient utilisé dans cette traduction le mot gens, c'est ultra intelligent. Et ça, vraiment, ça ajoute, tu vois, une dimension. Donc, chapeau à la traduction parce qu'ils ont bien fait les choses. On utilise tous ce terme qui est ultra déshumanisant. Et ces gens qu'on guide d'un point A à un point B sans leur demander leur avis, ce sont des gens. Donc, tu vois, c'est subtil, hein, mais c'est très intéressant d'un point de vue scénario. Par contre, petite attention, hein, j'ai parlé un petit peu du jeu, du concept, mais ça reste très accessible. On comprend le propos. C'est juste que je spoil pas, donc je reste un petit peu évasif évidemment. Oui, tu restes nébuleux. Mais on comprend. Ça parle du choix, du destin, de la volonté. Le message de fin, il est clair, il est limpide. Donc on n'est pas dans quelque chose de cryptique. Au début, oui, mais à la fin, on comprend. Si tu veux, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est ça qu'ils ont réussi à faire et c'est très bien. Bon, après avoir dit tout ça, j'ai dit l'essentiel, on va se poser une autre question toujours, mais est-ce que c'est bien? Parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse, on est dans une critique de jeu et voilà. Donc, perso, j'ai beaucoup aimé, hein, je pense que j'en parle avec passion, je l'ai trouvé vraiment intriguant. Le concept est simple, ils vont tout droit et on les guide, mais c'est ultra addictif, ça fonctionne très bien. C'est une difficulté qui est progressive, on n'est jamais frustré. Si il y a des humains qui tombent dans le vide, il se passe rien d'ailleurs. Bon, c'est encore un message que renvoie un peu le jeu, mais il n'y a pas vraiment de mort punitive. C'est globalement assez zen en plus comme jeu, et on est toujours facilité, on peut faire des pauses, on peut accélérer le temps si on veut que nos gens aillent un peu plus vite. Donc vraiment tout est fait pour que le jeu ne soit jamais frustrant et toujours agréable à jouer. Et aussi, autre gros point fort, je l'ai dit, il y a un artiste derrière ce jeu et tu as des plans qui sont vraiment magnifiques. Le jeu prend le temps de nous faire composer des tableaux avec ces gens, justement, on peut les faire sauter, faire plein de choses, et ça rend des scènes vraiment très jolies. Donc il y a cette dimension artistique qui est très cool. Et pour les complétistes comme moi, tu le sais, j'adore, je suis un complétiste, j'ai platiné le jeu, le système des Goldie, donc ces personnages dorés qui sont facultatifs, mais qui représentent un challenge à compléter, c'est sympa, il y a des niveaux bonus qui sont facultatifs, pareil pour la complétude, c'est sympa, donc vraiment une belle expérience, c'est vraiment un très bon jeu, et ils ont rajouté une expérience VR, et ça doit être quelque chose, parce que tu vois, c'est vraiment dans la mise en scène, et ça doit être très sympa, sur ce côté réalité virtuelle. J'ai pas testé, mais ça doit vraiment être... Ouais, ça doit être assez impressionnant parce que du coup tu vois des foules devant toi amassées comme ça. Tu peux faire passer les gens au-dessus de toi, tu peux les faire, je te dis, sauter, oui. Tu peux faire pas mal de choses avec eux, tu peux te rapprocher très près d'eux. Enfin ouais, artistiquement c'est vraiment quelque chose. J'ai noté quelques petites choses qui m'ont quand même déplu entre guillemets. J'ai trouvé que certains éléments de game design qui étaient apportés à la fin, c'est pas les meilleures idées, mais c'est quand même dans leur intérêt de renouveler toujours le genre, donc ça c'est toujours le gameplay, donc c'est un défaut sans en être un. Oui, du coup, oui. Et par contre, moi j'ai vu
un peu partout que la musique était géniale. Moi, j'ai vraiment pas aimé la musique. Pourtant, il y a encore un grand artiste derrière, mais elles m'ont plus crispé qu'autre chose. Donc, j'étais plutôt à baisser les musiques et mettre ma propre bande son que de profiter celle du jeu, j'avoue. Mais ça, c'est un goût purement personnel. Oui, du coup, oui, j'imagine. Et t'as mis combien d'heures à peu près pour le finir, celui-ci ? Eh ben, très bonne question, parce que c'est vrai que je l'avais mis dans les points forts, mais j'ai oublié de le dire. À le platiner, j'ai mis 15 heures. D'accord. Mais à le finir en mode casual, en prenant du plaisir, on fait 10 heures peut-être dessus. Donc c'est pas négligeable quand même. Oui, non, c'est clair, c'est pas négligeable. Ça fait une bonne durée de vie, pas trop excessive en fait, et ça permet d'avoir un jeu pour changer, s'aérer la tête, quoi. Oui, et le système de niveau, tu m'y refais penser, mais 90 niveaux de 5 à 30 minutes. Donc c'est un jeu qu'on peut lancer facilement de temps en temps. T'as une petite demi-heure à tuer devant toi, tu vas pas lancer Final Fantasy XVI si t'as qu'une demi-heure. Tu vas plutôt lancer ce type de jeu. Oui, non, c'est bien aussi ce genre de jeu popcorn que tu peux manger sur l'heure du midi. Ouais, c'est trop ça. Peut-être sur notre projet de Q quand elle sortira, on verra. Mais ouais. Sinon, pour conclure, j'en étais à la conclusion. Donc Humanity, en fait, faut vraiment voir ça comme une œuvre. C'est vraiment le travail collaboratif d'un artiste et d'un game designer de génie. Et ça se ressent. Il y a ce côté artistique, il y a ce côté vraiment gameplay qui est aux petits oignons. Et comme toute œuvre, comme je le disais, elle nous donne la possibilité de nous questionner en nous divertissant. Donc je l'ai dit, de par sa direction artistique complètement atypique, voir une foule de gens comme ça s'amasser et on contrôle nous un petit chien, bah forcément on se pose les questions pourquoi, comment, qu'est-ce que je fais là. Par son gameplay, le but d'un puzzle game, c'est de résoudre. Donc, quand on veut résoudre, la première question qu'on se pose, c'est comment on y arrive. Mais aussi et surtout par son propos. Humanity parvient à nous faire nous poser des questions sur nous-mêmes, sur notre existence, sur nos choix, sur notre volonté, sur l'humanité au sens large, sur le libre arbitre. Donc, pour conclure, si jamais vous posiez, ou même ne vous posez pas la question finalement, jouer ou tester Humanity, franchement, ça vaut le détour. C'est disponible sur quel support ? PC, via Steam, ou PS5 et PS4. Et dispo dans le PS Plus, gratuitement. Non, en plus, donc ça permet aux gens de le tester à moindre coût également. Ouais, tu sais, Sony a fait un peu comme un move à la Stray, qui est de sortir Day One dans le PS Plus. D'accord, oui, je vois. Tu nous ferais bien un petit peu de teasing pour nos réseaux sociaux après cette belle critique? Eh ben oui, tout à fait. Donc déjà latavernedugamer.fr, un site dont nous sommes très fiers et on remercie. Un site qu'il est bien. Il est bien fait ce site, et on remerciera jamais assez la personne qui nous a aidé à le faire que nous saluons. Et vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux, vous le savez, Twitter et Facebook. Et le concept de notre émission, je le rappelle, mais c'est nous suggérer des news ou des sujets hors sujet même, ou des tests, et en fonction de nos dispos et de nos capacités à les faire, on le fera. Mais surtout, c'est les interactions qui nous intéressent, et il y a une personne qui nous a mis 5 étoiles encore une fois la semaine dernière, que l'on va remercier, il s'appelle Kids de son pseudo avec un Z à la fin, qui nous a mis un message hyper chaleureux en plus. Donc le 5 étoiles a été une chose, mais le message qui l'accompagnait nous a vraiment touché, Kira et moi, et ça motive, donc franchement un grand merci, merci pour votre soutien. Grave, merci beaucoup. Sur ces belles paroles, on va attaquer le sujet hors sujet. Donc cette semaine, c'est Alien Défiance, donc une bande dessinée dans l'univers Alien, comme son nom l'indique. Car comme vous commencez à le savoir, je suis très très fan de cet univers. Très très fan. Et donc je me suis dit que c'était le moment d'en parler un petit peu. Allez, donc Alien Défiance, qu'est-ce que c'est ? C'est une série de bandes dessinées publiées par Dark Horse Comics aux États-Unis, et en France c'est édité par Vestron. Vestron, je fais une petite aparté, qui est un bel éditeur. Je trouve qu'ils font des bandes dessinées très quali. Niveau tarif, c'est dans la moyenne, on va dire, assez haute, car pour un petit volume, il faut compter une quinzaine d'euros à peu près. Ouais. Mais c'est vraiment du bel ouvrage, et je suis jamais déçu à chaque fois que j'en achète une des leurs, en tout cas. Donc c'est écrit par... Joli big up. Voilà, tout à fait. C'est écrit par Brian Woods, et c'est illustré par Tristan Jones, en fait. Donc la série se déroule, bien sûr, dans l'univers d'Alien, mais on suit de nouveaux personnages, en fait. Ça n'a rien à voir avec les personnages du lore habituel, donc il n'y a pas d'Ellen Ripley ou de choses comme ça. On va suivre vraiment de nouveaux personnages dans cet univers étendu. Concernant le synopsis, donc on va suivre Zula Hendrix, qui est un soldat qui se lance dans une mission dangereuse pour empêcher une organisation secrète de contrôler et de vendre les terrifiants xénomorphes comme arme de guerre. Accompagné d'un groupe hétéroclite en fait de survivants, ils affrontent des hordes de xénomorphes ainsi que des ennemis humains déterminés à protéger les secrets de l'organisation. Alors s'engage une histoire d'action, de suspense et de survie aux confins de l'univers où personne ne vous entendra crier.
On est sur du Alien, du scénar vraiment classique, vous allez voir, je vais en parler justement derrière. Par contre, disons que le scénar est cool, mais ça va pas vraiment être la force de la bande dessinée. Okay. Ça va vraiment surtout être son ambiance et la manière dont on va avancer. Hein. On est vraiment dans on va dire dans des carcans habituels à la saga. Je développerai au fur et à mesure. Donc dans l'ensemble, Alien Défiance est une bande dessinée solide qui parvient à capturer l'atmosphère sombre et oppressante de l'univers Alien. L'histoire se concentre donc sur Hendrix, qui se retrouve impliqué dans une conspiration gouvernementale liée aux xénomorphes. Et ça, par contre, c'est nouveau, en fait. Avant, le gouvernement, on avait plutôt la Fédération, donc avec la Weyland-Yutani, mais là, il y a carrément quelque chose de lié au gouvernement terrien, en fait. Et ça, c'est plutôt cool. C'est original, hein. L'intrigue est bien construite, avec des rebondissements surprenants et une tension croissante. Le scénario est bien écrit et parvient à mêler habilement l'action intense avec des moments de caractérisation de personnages très approfondis et plus intimistes. Nous sommes sur une histoire très proche de Aliens, donc le second volet de la saga, où les personnages sont bien développés, notamment notre héroïne qui, elle, pour le coup, est badass, dont l'histoire personnelle et complexe ajoute une dimension émotionnelle et à échelle humaine à l'ensemble. Les interactions entre les personnages sont réalistes et crédibles, certains sont détestables, d'autres sont attachants. On retrouve une vibe du premier film, là, Alien le 8e passager, où chaque personnage était caractérisé et chacun avait leur motivation. Et c'est ce qui manquait un peu au second film. C'est ça qui marche. C'est ça qui fonctionne. Et c'est vrai que dans le second film, on avait des Marines, mais c'était plutôt des archétypes de personnages, en fait, parce qu'on allait droit à l'essentiel. Là, les personnages sont quand même plus développés, donc je pense que c'est aussi lié au fait d'avoir... Ils ont leurs défauts. Exactement. Ça permet de tenir, de prendre parti, on va dire, du média qu'ils utilisent, qui est la bande dessinée, qui a une méthode de narration très différente. Du point de vue visuel, les illustrations de Tristan Jones sont détaillées et contribuent à créer une atmosphère claustrophobique et angoissante. Les dessins sont très beaux, c'est très détaillé, la couleur est sombre, donne une ambiance poisseuse à l'ensemble. Les scènes d'action sont dynamiques et bien rendues et les xénomorphes sont représentés de manière terrifiante et très fidèle à l'esthétisme du second film. Cependant, j'ai trouvé que l'histoire donc suit des schémas narratifs assez familiers de la franchise et peut donner une impression de déjà-vu. De plus, bien que la série parvienne à capturer l'essence de l'univers, elle manque malgré tout d'originalité et d'initiative pour proposer du neuf, car elle reste, comme je le disais tout à l'heure, dans les carcans de la mythologie et n'en déroge pas. Ouais. En conclusion, c'est une série de comics que je recommande aux fans de la franchise aussi bien qu'aux néophytes qui cherchent une histoire solide et superbement dessinée, avec des personnages intéressants, une atmosphère oppressante et des dessins aux petits oignons. Cette saga de bande dessinée est faite pour vous. Donc, il y a 2 bandes dessinées qui constituent cet arc, donc Alien Défiance tome 1 et 2. Vous avez toute l'histoire complète en fait via ces 2 tomes. Derrière, il y a 2 spin-offs qui sont sortis en 2 tomes également, qui s'appellent Aliens Resistance et Aliens Rescue. Et eux, en plus, ils ont la particularité d'être à la fois une suite à ces 2 bandes dessinées-là, mais également à la suite d'Alien Isolation, en fait. Ah, on va retrouver des personnages du jeu vidéo, voilà, Alien Isolation. C'est trop bien, ça. On reste sur vraiment ce qu'on adore, typiquement du cross-média. On va reprendre le meilleur des films, le meilleur du jeu vidéo, le meilleur de la bande dessinée, dans une petite saga en 4 tomes qui se lit vraiment très très bien. Ah, c'est fou ça. Toute ta chronique, elle prend grave de la consistance grâce à ça. Moi, le cross-média, on trouve ça génial. En plus, ça a un rapport avec le jeu vidéo pour le coup. Et Alien Isolation, contredis-moi, Kira, mais c'est... Enfin, toi qui es ultra fan, un des meilleurs jeux encore à date, Alien tout confondu, quoi. Non seulement c'est un des meilleurs jeux Alien tout confondu, mais en plus c'est mon survival horror préféré. Je retrouve l'ambiance qui m'est si chère des films dans ce jeu, car les créateurs ont vraiment conscience même d'Alien. J'ai vraiment eu peur sur ce jeu. Tu joues dans le noir, au casque. Il y a des moments j'ai vraiment sursauté. Et il y a une vraie histoire qui se tient de bout en bout, et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. Donc du coup, ils ont fait une similitude suite en fait en comics, c'est qui est quand même très très cool. Mais je trouve ça trop bien. Et là-dessus, depuis un certain temps, des jeux Aliens sortent en fait, donc c'est pas des AAA, c'est des AA à chaque fois, mais à chaque fois avec une proposition originale et avec des gameplays différents, mais ils ont tout un point commun, c'est qu'elles sont toutes
très très bien en fait. J'avais adoré donc Alien Isolation, Alien Fireteam Elite. Oui, t'en avais parlé aussi. Pour teaser un petit peu mon prochain test, qui est un jeu Alien également. Donc on reste sur vraiment des propositions très quali en fait pour les fans comme pour les néophytes. Bah, la saga le mérite. Et quand je t'ai écouté, je me suis dit, parce que moi, Alien, tu sais, c'est pas que je suis moins fan, mais je suis moins porté par en plus ce côté un peu nostalgique que tu as eu sur la saga, mais est-ce que ces comics peuvent représenter un bon point d'entrée justement pour tu vois, pour découvrir ce qu'est l'univers? Est-ce que pareil comme Alien Isolation, ils ont compris l'essence de ce qu'est Alien et on peut attaquer là-dessus, ou tu conseilles quand même de commencer plus peut-être par les films ou par un jeu, je sais pas? Complètement, on peut commencer sur Alien Défiance sans problème, hein. C'est une bonne porte d'entrée parce qu'on retrouve tous les codes de la saga et ça permet de découvrir via un autre prisme. Après, pour quelqu'un qui n'a pas vu les films, il faut voir les films, hein, c'est important, c'est quand même des putains de chefs-d'œuvre. D'intérêt public, ouais. C'est ça, donc bon, vous cantonnez-vous aux 3 premiers, ça suffit, mais il faut voir les films, c'est très important. Et derrière, bah oui, vous allez retrouver un univers étendu qui est très vaste et qui revient sur le devant de la scène. On va avoir une série télé Alien qui va arriver, il y a un nouveau film qui va arriver également. Donc on va vraiment avoir du biscuit, comme donc on dit. Encore plein de hors-sujets en perspective sur Alien, et pas que du coup un jeu, tu disais? Oui, la semaine prochaine, mon test, ça sera un jeu Alien. Toujours un fil rouge, hein. Pour lier les émissions entre elles, c'est très malin, ça, Kira, bravo. Toujours. En fait, moi, je fonctionne en phase. Quand je joue à un jeu et que j'aime beaucoup, derrière, je vis des phases de ce jeu-là. C'est-à-dire, je vais lire dans cet univers, je vais regarder dans cet univers. Donc, ça me permet d'étoffer un petit peu le lore et puis de picorer à droite à gauche pour rester ambiancé jusqu'au bout, quoi. Et d'offrir tout ça, in fine, à nos auditeurs. Franchement. Exactement. Donc c'était Alien Défiance, les comics que je vous conseille. Je vais publier des photos sur les réseaux sociaux, toi aussi sur Twitter directement. Comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Mais allez-y, foncez, c'est un univers qui le mérite. Trop bien. Ainsi se conclut notre émission. Pour finir, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux nous dire de beau pour patienter jusqu'à la semaine prochaine? Ce que je veux dire de beau, je vais essayer de raccrocher très vite parce que j'ai envie de jouer à FF16. Donc je vous adore, amis auditeurs, mais bon, à un moment, il y a Clive qui m'attend. Mais plus sérieusement, sans se savoir, on reste dans du monstre. Mon sujet hors sujet de la semaine prochaine, c'est toi tu as Alien, moi j'ai Godzilla. Et moi la semaine prochaine, je parle de Godzilla. C'est pas mal. Tu vas parler de Godzilla la semaine prochaine. Plutôt cool. Plutôt cool, ouais. Donc sur ces bonnes paroles, en tout cas, merci de votre fidélité. Et puis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.